je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Je suis Toussaint Louverture. Mon nom s'est peut-être fait connaître jusqu'à vous. J'ai entrepris la vengeance. Je veux que la liberté et l'égalité règnent à Saint-Domingue. Je travaille à les faire exister. Unissez-vous à nous, frères, et combattez avec nous pour la même cause. C'est à moi d'y travailler comme étant le premier porté par une cause que j'ai toujours soutenue. Je ne puis céder le pas. Ayant commencé, je finirai. 29 août 1793, Toussaint Louverture. Nous sommes le 7 avril 2021. Nous nous retrouvons devant le buste du héros de l'indépendance haïtienne, le précurseur des mouvements d'indépendance des peuples noirs. Nous sommes donc devant le buste de ce génie multidimensionnel, Toussaint Louverture. Nous sommes donc le 7 avril, c'est le jour de l'assassinat de ce grand homme dans les prisons de Napoléon Bonaparte au Fort de Joux en France. Je dis bien l'assassinat parce que nous savons que cet homme a beaucoup souffert de froid. On l'a privé de soins médicaux, on l'a humilié, on l'a soumis à toutes sortes de brimades et de vexations. Quel était son crime? Son crime était simplement de prouver que les Noirs ne sont pas inférieurs aux Blancs et qu'un Noir peut gérer, peut administrer un État. Je veux donc rendre hommage à ce grand homme, à ce génie dont nous honorons la mémoire en ce jour de son assassinat. Je vous invite donc à vous offrir une bonne tasse de thé, à verser quelques gouttes de café ou de thé ou de rhum ou de chocolat chaud en mémoire de cet illustre ancêtre dont le génie reste encore à découvrir. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à quelques facettes de cet homme, puisque
puisqu'il a été assassiné un 7 avril 1803. Nous allons donc parler de cette dimension du génie de Toussaint Louverture. Avant la pause, on s'était promis de consacrer toute l'émission d'aujourd'hui à la vie, à l'œuvre et à l'héritage de cet illustre ancêtre, de ce génie multidimensionnel qu'est Toussaint Louverture. Alors, prenons le temps de méditer sur la vie de cet homme qui est né dans les pires conditions physiques, dans les pires conditions sociales, dans les pires conditions économiques, puisqu'il est né sur une plantation d'esclaves, fils d'esclaves. J'ai dit qu'il est né dans les pires conditions physiques. Je vais citer l'historien Gagnon Lacoste qui note qu'à sa naissance, probablement le 20 mai 1743, d'autres disent 1745, les maîtres n'avait aucune obligation de tenir un registre civil lors de la naissance des esclaves, puisque l'esclave était considéré comme un bien meuble. Pas plus que quand on achetait un meuble, on l'enregistrait. Eh bien, quand un esclave naissait sur une plantation, il n'y a rien d'officiel pour signifier sa date de naissance. Mais toujours est-il qu'à sa naissance, nous dit l'historien Gagnon Lacoste, le bébé paraissait sans couleur, sans regard et sans voix. On disait de cet enfant qu'il était un enfant que la vie effaçait de son livre et qui n'avait aucun lendemain à vivre. Il ne payait donc pas de mine. Personne ne pariait sur l'avenir de Toussaint Louverture. C'est à ce point vrai qu'on allait l'appeler justement plus tard Fatra Bâton parce que il avait un physique souffreteux, il ne payait pas de mine, il était frêle. Bon. On l'a donc prénommé François Dominique Toussaint de Bréda. Pourquoi donc Dominique? Selon l'habitude d'autrefois, on prénommait les esclaves en fonction du jour de la semaine auquel ils prenaient naissance. Donc, puisque il était né un dimanche, le dimanche c'est le jour du Seigneur, donc on l'a appelé donc Dominique. Et là, on l'a appelé Toussaint parce qu'il est né le jour de la Toussaint. Bon. Et là, comme tous les esclaves de son temps, il a porté le nom de l'habitation, le nom de la plantation où il a pris naissance. Donc, on va l'appeler François Dominique Toussaint de Bréda. Bon. On sait qu'il est fils d'Hippolyte Gaou. Cet Hippolyte Gaou serait le fils de l'un des souverains, de l'un des potentats, de l'un des hauts placés du royaume des Aladas. Il y a même une tradition selon laquelle Toussaint serait le petit-fils du roi des Aladas. Mais toujours est-il que son père, Hippolyte Gaou, fut donc le fils d'un puissant du royaume des Aladas. Bon. Toussaint Louverture, ça c'est très important, va vivre dans l'esclavage jusqu'autour de 36 ans, 33, 36 ans, puisque la tradition veut que Toussaint ait été affranchi en 1776. Imaginez Toussaint Louverture qui est né
autour de 1743. Vous savez, c'est une date convenue, encore une fois, 1743 selon certains historiens, 1745 selon d'autres, 1746 selon d'autres encore, 1747. On pense qu'il a été affranchi autour de 1776. Là encore, on n'est même pas sûr, puisque selon une autre tradition, jusque vers l'an 1779, il était encore esclave, et même sa liberté ne fut pas une liberté complète, puisque c'est une liberté de savane qu'on lui a accordée, autant dire qu'il pouvait, n'est-ce pas, se promener, qu'il pouvait passer d'une habitation à une autre sans se faire arrêter, mais c'était pas une liberté complète comme en jouissaient par exemple les mulâtres. Bon. Ce Toussaint Louverture va apprendre à lire et à écrire à l'âge de 40 ans. Quand je vous ai dit que c'est un homme qui est né dans les pires conditions physiques, on l'a vu, à sa naissance, personne ne pensait que ce bébé, cet enfant avait un avenir. Mais il est né esclave, comme 500 000 autres de ses frères noirs qui vivaient à Saint-Domingue en tant qu'esclaves, n'est-ce pas, autour des années 1770, 1789, on parlera de cette date tout à l'heure. Mais Toussaint va apprendre à lire et à écrire à l'âge de 40 ans. Arrêtons-nous ici. Pensons-y, je ne connais pas votre âge, par exemple. Mais en général, à l'âge de 40 ans, notre scolarité est complétée, notre profession est choisie, nous avons femmes et enfants, en tout cas nous avons une famille, nous sommes en train de renforcer quelque chose que nous avons déjà construit. Imaginez, à l'âge de 40 ans, Toussaint Louverture va apprendre à lire et à écrire. Mais ça, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel puisque le Code noir de Colbert interdisait aux esclaves d'apprendre à lire et à écrire. Il fallait garder les esclaves dans l'ignorance la plus complète pour pouvoir les garder justement dans la conviction qu'ils sont inférieurs aux Blancs, qui eux savent lire, qui eux savent écrire, qui eux sont instruits, etc. Même si parmi les Blancs, il y en avait aussi quelques-uns qui ne savaient ni lire ni écrire, mais toujours est-il que la règle générale au temps de l'esclavage, selon le Code noir de Colbert, c'est que l'esclave soit privé du pain de l'instruction. Et donc, que Toussaint Louverture ait appris à lire et à écrire, c'est déjà exceptionnel, mais qu'il le fasse à l'âge de 40 ans, imaginez à quel point cela devait être difficile. Pourquoi je vous dis ça? Prenons quelques exemples. Vous et moi, nous avons étudié l'histoire, nous avons étudié ce qu'on appelle l'histoire universelle, l'histoire générale. Pensons à Alexandre le Grand, par exemple. Alexandre le Grand, dans la trentaine, avait déjà accompli tout ce qu'il voulait accomplir. Il régnait sur le monde entier, il cumulait conquête après conquête, il régnait sur le monde connu d'alors. Il est mort à 33 ans. Donc, déjà dans la trentaine, son destin était accompli. On entendait parler de ce génie militaire qui inspirait la terreur et qui accumulait victoire après victoire. Aucune armée, à l'exception de l'armée de l'Inde par exemple, ne résistait devant la force et le génie militaire d'Alexandre le Grand. Pour prendre un autre exemple des temps modernes, John Fitzgerald Kennedy est devenu président des États-Unis à l'âge de 43 ans. Donc, quand on est dans la quarantaine, notre profession est choisie, nos choix existentiels sont faits, notre carrière est déjà définie. Et pourtant, cet homme qui est né dans l'esclavage, qui est né avec des conditions physiques, n'est-ce pas, pas toujours généreuses, va apprendre à lire et à écrire à l'âge de 40 ans. Revoyons quelques notions que nous avons encore apprises à l'école au sujet de la réussite d'un individu. Nous avons appris, et non sans raison, qu'un individu est le fruit de son environnement. Autant dire que si l'on veut qu'un individu réussisse, il faut s'assurer de lui
donner les conditions optimales pour qu'il puisse mettre toute son intelligence à profit, pour qu'il puisse déployer tout son potentiel. C'est ainsi, par exemple, qu'un parent qui en a les moyens va s'assurer d'envoyer son enfant à la meilleure école possible, de manière à ce que cet enfant soit exposé aux grands maîtres, de manière à ce que cet enfant soit exposé, n'est-ce pas, à la meilleure influence qui soit, et que plus tard, il puisse pousser au maximum son potentiel. Toussaint est né dans l'esclavage. L'esclave n'a aucun droit. C'est un bien meuble, c'est une chose. En latin, on disait de l'esclave qu'il est une res, c'est-à-dire qu'il est une chose. Son père a vécu dans l'esclavage. Autour de lui, 500 000 de ses frères et sœurs africains sont esclaves. Il est élevé dans l'ignorance. Il est élevé en étant privé du pain de l'instruction. À 40 ans, cet homme va apprendre à lire et à écrire. Si vous deviez prédire un avenir pour Toussaint Louverture, diriez-vous que cet homme est promu ou promis à un avenir de génie? Et pourtant, c'est exactement à cette conclusion que je vais vous conduire à partir de maintenant. J'ai pris le temps de dresser la table. J'ai pris le temps de vous montrer comment cet homme est né dans les pires conditions, qui ne laissait aucune chance à un enfant de briller. Et pourtant, malgré toutes ces problématiques-là, Toussaint Louverture va briller de tous ses feux, auprès que même ses pires ennemis vont devoir reconnaître son génie. Si l'on mesure l'intelligence d'un individu ou le génie d'un homme et d'une femme à ses grandes capacités d'analyse, Toussaint Louverture est, sans conteste, un génie inégalé. On va d'abord se replacer dans le contexte de la fin du XVIIIe siècle en parlant de la Révolution française, parce que la Révolution française va avoir un impact sur le Zitim-Leben, sur le contexte de vie de la colonie de Saint-Domingue. En 1789, que se passe-t-il? La France proclame la République, renverse, n'est-ce pas, le système monarchique et déclare que tous les hommes sont nés libres et égaux devant la loi. Bon. En marge des événements qui vont précéder la Révolution française, chaque classe, chaque groupe social à Saint-Domingue va avoir des revendications particulières. Puisqu'à Saint-Domingue, on retrouvait 3 catégories d'hommes, on va le dire ainsi, mutadis mutandis. À l'intérieur de ces grandes catégories, il y aurait matière de faire des sous-catégories, mais pour les besoins de la cause, limitons-nous aux 3 grandes catégories. Vous aviez les blancs. À l'intérieur de cette catégorie, vous avez les grands planteurs, vous avez les absentéistes, c'est-à-dire des blancs qui ont des biens à Saint-Domingue et qui ne résident pas nécessairement dans la colonie, mais qui restent en métropole. Vous avez les blancs manants, les petits blancs, n'est-ce pas, qui eux sont là généralement à contrat, qui ne détiennent pas des propriétés, qui travaillent pour les grands blancs et qui ont donc des revendications différentes. Cela se comprend des grands blancs, des grands planteurs. Mais toujours est-il qu'il y avait donc cette première catégorie qu'on va appeler pour les besoins de la cause, la catégorie des blancs. Vous avez en dessous de cette première catégorie, les affranchis. Les affranchis sont formés majoritairement des gens de couleur. Qu'est-ce qu'on entend par des gens de couleur? C'est des gens qui sont issus de relations entre les blancs et une négresse. Vous aviez aussi dans cette même catégorie d'affranchis des noirs, car il y avait des noirs aussi qui étaient des affranchis. Et en dessous de l'échelle sociale, vous avez les esclaves. Les esclaves qui sont majoritairement des noirs. Et à l'intérieur de cette troisième catégorie, il y a lieu de faire des distinctions. Il y a les
créoles, c'est-à-dire les esclaves qui sont nés à Saint-Domingue, qui vont développer un certain complexe de supériorité, suivez mon regard, par rapport aux esclaves bossales qui sont arrivés adultes, n'est-ce pas, à Saint-Domingue, et par rapport auxquels on a des préjugés entre esclaves. À l'intérieur de cette classe d'esclaves, il y a aussi les esclaves domestiques qui, eux, sont privilégiés par rapport aux esclaves des champs parce que eux vivent dans la maison du maître, n'est-ce pas? Ils jouent de la musique pour le maître, ils font à manger pour le maître. Vous avez des esclaves à talent qui, eux-mêmes, pouvaient même recevoir un certain pécule, c'est-à-dire un certain salaire. Et vous avez les esclaves des champs qui, eux, se retrouvaient au bas du bas de l'échelle sociale, c'est-à-dire au plus bas échelon. Il y a une autre catégorie d'esclaves dont on ne parle pas parce qu'on n'a pas les chiffres exacts, ce sont les esclaves marrons. Que sont les esclaves marrons? Ce sont des esclaves qui refusent de travailler pour les autres et qui sont en contestation du système et qui vont vivre, n'est-ce pas, dans des hauteurs, qui vont vivre, n'est-ce pas, dans des montagnes, tandis que les autres continuent à vivre soit dans les maisons des maîtres ou bien dans la plantation, eux-mêmes, n'est-ce pas, vont vivre cachés dans les hauteurs. Et ils vont de temps en temps faire des razzias dans la plaine pour avoir de quoi subsister, mais toujours est-il qu'ils vivent, eux, en marge, n'est-ce pas, de la société domingoise. Vous avez donc une société avec des classes et des groupes sociaux dont les intérêts des uns s'opposent aux autres. Considérons la classe des Blancs. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le Monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. L'une des plus grandes préoccupations de la classe des Blancs, c'est la question commerciale. Bon, les Blancs ont plein de privilèges qu'ils se donnent. Le Code noir, par exemple, établissait des distinctions dans la colonie, des distinctions basées sur la couleur. Il n'y a pas à en sortir de là. Le fait d'être blanc, c'est un privilège en soi. C'est un privilège en soi, dans le sens que t'es blanc, tu as le droit de vote. T'es blanc, tu es éligible à des postes administratifs. T'es blanc, tu as une certaine façon de t'habiller parce que les affranchis ne pourront pas s'habiller à l'européenne. T'es blanc, tu peux porter l'épée, c'est-à-dire tu peux faire partie, n'est-ce pas, de l'armée officielle de France. T'es blanc, tu peux avoir une certaine diète qui est refusée aux autres catégories. La distinction allait jusque-là. Et quand t'es blanc, l'affranchi qui passe devant toi doit baisser la tête, enlever son chapeau et te saluer en t'appelant monsieur, parce que t'es blanc. Mais les blancs avaient des intérêts qu'ils voulaient faire valoir à l'époque de la Révolution française. Ils voulaient se défaire, écoutez bien, de ce qu'on appelle le pacte de l'exclusif ou le pacte colonial. Qu'est-ce que c'est que le pacte de l'exclusif ou le pacte colonial? C'est un accord que Colbert, le ministre des Finances de Louis XIV, avait conçu et a imposé aux colonies françaises. Elles étaient plusieurs, ces colonies françaises, par rapport à la métropole. Qu'est-ce que stipulait le pacte de l'exclusif? C'est-à-dire, tout ce qui était produit dans une colonie, puisqu'on parle de Saint-Domingue, devait être vendu exclusivement à la métropole. Non seulement celui qui travaille, qui produit le café, celui qui, à partir de la canne à sucre, produit, n'est-ce pas, un sucre non raffiné, il devait le vendre à la métropole, mais c'est la métropole qui fixait, n'est-ce pas,
arbitrairement le prix et Saint-Domingue devait importer tout de la métropole. Imaginez, à un moment donné, les planteurs, les Blancs, voulaient faire, n'est-ce pas, commerce avec d'autres pays. Il y avait les États-Unis avec qui ils cherchaient à faire commerce. Ils voulaient faire commerce avec les Anglais. Mais le pacte de l'exclusif, n'est-ce pas, leur interdisait d'avoir ce type de commerce-là. Et la métropole y veillait. Il y avait, n'est-ce pas, il y avait la police de la métropole, il y avait des fonctionnaires de la métropole qui veillaient à l'application et à l'observance du pacte de l'exclusif. Et quand vous étiez surpris à ne pas suivre le pacte de l'exclusif, vous étiez puni, vous aviez de sales amendes à payer. Et donc, dans le contexte de la Révolution française, autour de 1789, les grands Blancs vont chercher à faire sauter le pacte de l'exclusif. Et que pensez-vous que la métropole va dire? La métropole va dire non. Donc, les grands Blancs veulent se défaire du pacte de l'exclusif qui rapportait, n'est-ce pas, beaucoup à la France. Écoutez, un tiers du commerce de la France dépendait de ce qui arrivait de Saint-Domingue. Et la France était justement devenue un pays respectable et envié des autres parce que la France tirait beaucoup d'avantages économiques du commerce de l'exclusif qu'elle imposait. La deuxième catégorie sociale, les affranchis, avaient d'autres préoccupations. Les préoccupations de ces affranchis étaient plutôt d'ordre social. Imaginez, ils sont soi-disant libres, mais ils ne sont pas libres de voter. Ils sont soi-disant libres, mais ils ne sont pas libres d'être élus. Ils sont soi-disant libres, mais ils ne sont pas libres d'exercer la profession, n'est-ce pas, qu'ils veulent exercer. Ils sont soi-disant libres, mais ils sont obligés d'appeler tout blanc monsieur, n'est-ce pas, d'enlever leur chapeau devant les blancs, et ils subissaient aussi pas mal de jalousie quand ils réussissaient en affaires par rapport aux blancs qui étaient jaloux. Donc, vous avez une deuxième catégorie qui est littéralement prise en sandwich entre les grands blancs à l'égalité desquels ils veulent parvenir et les esclaves auxquels ils ne veulent pas ressembler. Or, à bien des égards, beaucoup de vexations auxquelles les affranchis étaient soumis ressemblaient aux vexations auxquelles les Noirs, eux aussi, étaient soumis. Au bas donc de l'échelle, vous avez les esclaves. Beaucoup de ces esclaves étaient, je l'ai dit, des esclaves domestiques. Donc tout ce qui se passait en France et qui se rapportait dans les maisons, eh bien les esclaves domestiques en entendaient parler. Ils entendaient parler, par exemple, du fait qu'il y a une révolution en France et qu'au terme de cette révolution, tous les hommes sont nés libres et égaux. Et ils vont colporter les diverses nouvelles qu'ils entendent dans la maison à leurs frères esclaves des plantations, à leurs frères d'esclaves des champs, en sorte que, autour de 1791, n'est-ce pas, tout était prêt pour un chamboulement à Saint-Domingue. Et c'est là où il faut rendre hommage à des précurseurs comme Macandal, qui, bien avant la Révolution française, songeait déjà à fédérer les forces de ses frères esclaves pour leur donner la liberté en empoisonnant les Blancs. C'est là où il faut rendre hommage à un certain Boukman qui, lui, était cocher, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il conduisait ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le carrosse de ses maîtres et qui, lui, déjà voulait, n'est-ce pas, conduire ses frères et ses sœurs à la liberté. Et c'est ainsi que donc, un certain 14 août 1791, Boukman et ses confrères vont convoquer, n'est-ce pas, dans le nord d'Haïti, les esclaves à un congrès politico-religieux. Congrès au cours duquel ils vont jurer de vivre libre ou mourir, donc liberté ou la mort. Et 7 jours après ce congrès politico-religieux du 14 août 1791, eh bien,
les esclaves dans le département du Nord se sont révoltés contre le système esclavagiste, contre le système raciste, contre le système ségrégationniste. Ils ont mis le feu dans des sucreries, ils ont mis le feu dans des plantations, ils ont, n'est-ce pas, décapité, ils ont massacré, n'est-ce pas, les maîtres qui les tenaient dans ce régime inhumain, en sorte que, autour du 21 août 1791, plus rien ne fonctionnait à Saint-Domingue. La question se pose pendant tout ce temps, où est Toussaint Louverture? Son nom n'est pas encore ressorti. Aujourd'hui encore, on ne sait pas s'il a participé à ce congrès politico-religieux. Certains disent que oui, il était là, mais il observait. D'autres disent que non, au contraire, il faisait partie des leaders qui travaillaient en sous-main pour, n'est-ce pas, soulever les esclaves du département du Nord. Ce qu'on sait, c'est que lors de ce soulèvement général des esclaves dans la nuit du 21 au 22 août 1791, Toussaint Louverture a eu le réflexe d'aller chercher son maître, Bayon de Liberta, pour le mettre à l'abri, n'est-ce pas, de cette insurrection par laquelle on massacrait les Blancs. Lui, il a choisi de mettre à l'abri, n'est-ce pas, son maître, Bayon de Liberta. La question se pose, pourquoi Toussaint, qui lui-même a vécu dans l'esclavage, tandis que les autres esclaves massacraient leur maître, pourquoi a-t-il choisi, lui, de protéger son maître et de le mettre à l'abri de cette insurrection? C'est quelque chose qu'on va retrouver chez Toussaint pendant toute sa vie. Toussaint Louverture, on le verra, deviendra un révolutionnaire, mais sa révolution ne portera jamais contre une race, sa révolution ne portera jamais contre un peuple, sa révolution portera contre un régime, contre un système. Ils veulent changer le système, au fait, il travaillera à le changer, vous l'avez entendu au début de mon émission. Mais la révolution de Toussaint, c'est pas une révolution qui vise une race, c'est pas une révolution qui vise une catégorie d'hommes, c'est une révolution par laquelle il veut changer une société, mais il veut une société dans laquelle les Blancs sont les bienvenus, les affranchis, donc les anciens libres, les mulâtres, n'est-ce pas, sont les bienvenus, mais une société dans laquelle les Noirs ont précisément les mêmes droits que les Blancs ou les mulâtres. Où est Toussaint Louverture? Eh bien, autour de 1793, on va le retrouver avec les troupes de Jean-François Ebiassou comme médecin des troupes de Jean-François Ebiassou, comme médecin feuille, c'est-à-dire quelqu'un qui connaissait les vertus des plantes médicinales et qui pouvait, n'est-ce pas, ausculter et soigner les soldats esclaves blessés. On va le retrouver comme négociateur puisque Toussaint sait lire et écrire, donc il peut négocier des ententes pour les troupes de Jean-François Ebiassou avec les Blancs qui ne voulaient absolument accorder aucun pouce d'allègement dans le système esclavagiste. On va le retrouver surtout, tenez-vous bien, combattant pour les troupes espagnoles contre les troupes françaises. Mais qu'est-ce qui explique qu'un homme comme Toussaint, qui, si on compare sa situation à celle des esclaves en général, est un privilégié? D'abord, je l'ai dit, vers 1776-1779, Toussaint Louverture a été un affranchi. Plus tard, Toussaint Louverture est même devenu propriétaire de plantations. Donc, qu'est-ce qui va expliquer qu'un homme comme Toussaint abandonne tous ses privilèges pour prendre parti pour la masse des esclaves et se battre pour un changement de régime duquel changement les masses allaient bénéficier? Eh bien, pour répondre à cette question, nous allons vous proposer les 7 dimensions de ce génie qu'est Toussaint Louverture. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde en français et en créole sont en mode podcast.
Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est un podcast. Si l'on mesure l'intelligence d'un homme ou d'une femme politique à sa capacité d'analyser une conjoncture sociale, eh bien, Toussaint Louverture est un génie inégalé. Voilà un homme qui, en 1791, 1792, 1793 surtout, comprend ce qui est en jeu dans cette société en ébullition. Saint-Domingue, c'était la colonie la plus riche de toutes les colonies du monde. Pas seulement la colonie la plus riche de la France, c'était la colonie la plus riche, point. Pourquoi? Parce que, en ce moment-là, l'économie du monde reposait sur le sucre, imaginez. Tout le monde consommait du sucre. Et Saint-Domingue, c'était justement la capitale du sucre puisque on produisait, n'est-ce pas, on coupait la canne à sucre de laquelle on produisait du sucre qui était raffiné, n'est-ce pas, en France. Et de la France partaient des bateaux qui allaient exporter du sucre pour à peu près tout le monde connu d'alors. Saint-Domingue, c'était la perle des Antilles. Attention, quand on dit de Saint-Domingue qu'elle était la perle des Antilles, c'était pas la perle pour les esclaves. En réalité, c'était l'enfer pour les esclaves. Ce n'était même pas la perle pour les grands planteurs blancs, c'était la perle de la France, la perle de la métropole, puisque, n'est-ce pas, grâce au sucre qui était produit à Saint-Domingue et raffiné, n'est-ce pas, en France, eh bien, la France devenait de plus en plus riche. La prospérité de Saint-Domingue attisait la convoitise des autres puissances. Les Anglais, qui étaient présents, n'est-ce pas, dans la mer des Caraïbes et qui attendaient des occasions pour faire main basse sur Saint-Domingue. D'ailleurs, à quelques reprises, ils vont être présents dans la Grand'Anse, ils vont être présents à Jérémie, ils vont être présents au Mall Saint-Nicolas. Saint-Domingue attisait aussi la convoitise de l'Espagne. D'ailleurs, la partie est de l'île, jusque-là, n'est-ce pas, est occupée après avoir appartenu à l'Espagne. Et vous avez aussi les États-Unis qui ne sont pas loin, qui cherchent aussi à faire commerce librement avec cette colonie française. Toussaint Louverture est en mesure de lire ces enjeux contradictoires et de mettre les uns contre les autres ces différentes puissances qui voulaient faire main basse sur Saint-Domingue. C'est ainsi donc que la première dimension du génie de Toussaint Louverture, je l'appellerai la dimension de l'analyste politique. Tandis que les Blancs français refusaient d'accorder quelques allègements que ce soit aux esclaves ou aux Noirs de Saint-Domingue, l'Espagne, qui est présente dans la partie est de l'île, fait des offres aux troupes de Biassou. Elle fait des offres aux troupes de Jean-François. Que pensez-vous que Toussaint Louverture fasse? Eh bien, il accepte les offres. C'est ainsi donc qu'on va retrouver Toussaint Louverture se battre pour les troupes espagnoles contre les troupes françaises. Dans quel but le faisait-il? C'est parce que l'Espagne promettait la liberté à tout esclave qui se battrait pour elle contre les Français, et rapidement, Toussaint Louverture va recevoir une formation de la part des soldats espagnols, son génie va être remarqué, et il va se battre donc du côté des Espagnols contre les Français, parce qu'il comprenait justement que s'il voulait émerger comme génie militaire, l'Espagne lui offrait une opportunité dont il a profité. Aussi longtemps que Toussaint Louverture était du côté de l'Espagne, l'Espagne était victorieuse. Les villes tombaient les unes après les autres devant les troupes de Toussaint Louverture, et à chaque victoire que remportait Toussaint Louverture, il libérait effectivement, n'est-ce pas, les esclaves. Ce serait de là donc que
lui serait venu le nom l'ouverture, puisque l'homme faisait des percées partout, et à chaque fois qu'il entrait dans une ville française et qu'il combattait cette ville au nom de l'armée de l'Espagne, cette ville tombait aux mains de l'Espagne. Donc l'homme faisait des ouvertures partout, et à partir de là, Toussaint ne s'appellera plus Toussaint Breda, il va s'appeler et signer, n'est-ce pas, ses correspondances en sa qualité de Toussaint l'ouverture. Les villes tombaient les unes après les autres pour l'Espagne. Les Anglais étaient présents dans une bonne partie, n'est-ce pas, de Saint-Domingue. Il ne restait que très peu de villes qu'on pouvait considérer comme étant françaises. Devant une telle situation, Sontonax, un commissaire français, va poser un geste politique opportun en proclamant la liberté générale des Noirs. Non seulement va-t-il proclamer la liberté générale des Noirs, il va donner à environ 30 000 Noirs des fusils en leur disant « Voici le fusil que je vous donne, celui qui vous enlèvera ce fusil voudra vous rendre esclave. » Devant un si grand geste d'éclat, Toussaint Louverture va capter le message 5 sur 5. Il va entrer en correspondance avec les représentants de la France et il va leur dire « Je suis prêt à passer de vos côtés moyennant un certain nombre de conditions. 1. Que je garde, n'est-ce pas, les titres que j'avais dans l'armée espagnole, mais que surtout tous mes hommes noirs qui ont fait partie de l'armée d'Espagne jusque-là puissent intégrer l'armée française comme soldats avec les mêmes grades et les mêmes titres qu'ils avaient dans l'armée espagnole. Bon Dieu, les autorités françaises voyaient dans la proposition de Toussaint quelque chose de providentiel. Toussaint va rentrer donc sous le pavillon français et à partir de là, Toussaint Louverture, jusqu'à sa déportation en 1802, va être l'autorité incontournable de Saint-Domingue. Il va rafler tous les titres, que ce soit celui de général de division, que ce soit celui de général de brigade, que ce soit celui de lieutenant au gouverneur de la colonie, c'est-à-dire le numéro 2 de la colonie, jusqu'à en devenir, n'est-ce pas, le gouverneur général à vie autoproclamé. Entre-temps, en France, un certain Napoléon Bonaparte va devoir composer avec Toussaint Louverture. Lui-même, n'est-ce pas, Napoléon Bonaparte n'avait que de bons mots pour Toussaint Louverture jusqu'à ce que ce dernier ait promulgué sa constitution de 1801 qui va être la goutte qui fera déborder le vase dans l'esprit de Napoléon Bonaparte. Voilà quelque chose que l'on reproche souvent à Toussaint Louverture parce qu'on ne comprend pas toujours les faits et gestes de ce génie. Il s'en trouve pour dire que Napoléon Bonaparte s'accommoderait bien de Toussaint Louverture si ce dernier n'avait commis l'erreur de promulguer une constitution en 1801. Quand on pense de cette manière, c'est qu'on ignore ce que Napoléon Bonaparte a fait quelques mois avant la promulgation de la Constitution de Toussaint Louverture. Quelques mois avant la promulgation de la Constitution de Toussaint Louverture, la Constitution de 1801, écoutez-moi bien, Napoléon Bonaparte a fait voter en France une nouvelle Constitution. Il a promulgué des décrets qui ont été ratifiés par le Parlement français, écoutez bien, décrets au terme desquels l'esclavage allait être rétabli dans toutes les colonies françaises. Et de fait, Napoléon Bonaparte a rétabli l'esclavage en Guadeloupe. Et un Toussaint Louverture qui entend parler, n'est-ce pas, de cette nouvelle constitution de Napoléon Bonaparte, qui entend surtout parler du fait que Napoléon Bonaparte a rétabli l'esclavage dans toutes les colonies françaises et qu'il allait rétablir l'esclavage en particulier à Saint-Domingue, n'avait pas le choix que de prouver à Napoléon Bonaparte que désormais, à Saint-Domingue, il y a un gouverneur qui n'acceptera pas de leçons de la métropole française, un gouverneur qui veut gérer Saint-Domingue selon ses propres lois.
Et si on prend le temps, comme on le fera tout à l'heure, n'est-ce pas, de lire cette constitution de Toussaint Louverture, la constitution de 1801, l'un des premiers articles, le premier article, n'est-ce pas, de la Constitution de l'ouverture établit noir sur blanc qu'à Saint-Domingue, il n'y aura plus d'esclavage et qu'à Saint-Domingue, on ne jugera plus la valeur d'un homme selon la couleur de sa peau. Ça, c'est quelque chose d'inouï dans l'histoire. Pourquoi? Aux États-Unis, vous avez une société esclavagiste. Nous sommes encore en 1801. Et même lorsque 64 ans plus tard, c'est-à-dire en 1865, les États-Unis vont abolir l'esclavage, eh bien l'abolition de l'esclavage sera suivie, n'est-ce pas, des lois ségrégationnistes qui maintiendront les Noirs dans une position, n'est-ce pas, d'inférieur par rapport aux Blancs, car la ségrégation continuait de reposer, n'est-ce pas, sur la question de couleur. Vous notez qu'en 1801, déjà, Toussaint Louverture disait, moi, je veux avoir une société, je veux avoir une nation dans laquelle un homme ne sera pas évalué selon la couleur de sa peau. Un homme sera évalué, n'est-ce pas, en fonction de ses capacités, il le dit, en fonction de ses talents. Un homme sera évalué, n'est-ce pas, en fonction de sa contribution à une société. Mais je veux aussi avoir une société dans laquelle il n'y aura plus d'esclavage. Il fallait donc que Toussaint Louverture réponde de loi à la loi de Napoléon Bonaparte. Et donc l'homme avait cette grande capacité d'analyse politique. C'est donc la première dimension du génie de Toussaint Louverture. La deuxième dimension du génie de Toussaint Louverture, c'est celle du négociateur. C'est celle du diplomate. Écoutez, vous vous souvenez qu'au début de l'émission, je vous ai dit que Toussaint Louverture a appris à lire et à écrire à l'âge de 40 ans? Et pourtant, savez-vous qu'aujourd'hui encore, 218 ans après sa mort, on en est encore à décrypter la correspondance de Toussaint Louverture. Cet homme entretenait une vaste correspondance avec les Américains, avec les Anglais, avec les Espagnols, avec la France. Il correspondait, n'est-ce pas, avec les autorités françaises. Et lorsqu'il fut emprisonné, Toussaint Louverture a écrit ses propres mémoires de politicien parce qu'il voulait s'inscrire dans la durée. Voilà un homme qui, précisément parce qu'il est en mesure de lire les enjeux, parce qu'il est en mesure, n'est-ce pas, de déceler, n'est-ce pas, ce qui n'est pas évident pour tout le monde, s'est révélé un fin diplomate, s'est révélé un fin négociateur. Déjà, quand il travaillait comme médecin feuille dans les troupes de Biassou et de Jean-François, cet homme s'est révélé un négociateur extraordinaire dans le sens qu'il cherchait, par son talent de diplomate, à faire fléchir les Blancs pour que ces derniers accordent, n'est-ce pas, aux Noirs des allègements dans le système esclavagiste. Lorsqu'il a entendu dire que les Espagnols étaient prêts à accorder, n'est-ce pas, la liberté à tous les soldats noirs qui se battraient pour eux, les Espagnols, eh bien, Toussaint Louverture est entré en correspondance avec eux. Il est entré en négociation avec eux pour obtenir quelque chose. Et tandis qu'il se battait aux côtés des Espagnols contre les Français, eh bien, il était en correspondance avec les autorités françaises de Saint-Domingue, cherchant à obtenir, n'est-ce pas, quelque chose pour les masses noires. En sorte que l'homme s'est révélé un fin diplomate, il s'est révélé un fin négociateur. Vous savez, au cours des derniers mois, je me suis surpris à admirer, n'est-ce pas, le sens diplomatique de cet homme qui a vécu, imaginez, une bonne partie de sa vie, que dis-je, la majeure partie de sa vie dans l'ignorance. Il est mort à 60 ans, que dis-je, il est assassiné, il n'avait même pas encore 60 ans. Il a appris à lire et à écrire en 40 ans, et pourtant cet homme connaissait le latin. Cet homme, n'est-ce pas, s'exprimait parfaitement, mais surtout, il mettait ces connaissances qu'il a apprises par lui-même, c'est un autodidacte, au service de ses frères et sœurs par la diplomatie. Si bien que Napoléon Bonaparte lui-même a dû reconnaître que c'est un homme
dont on ne sait pas toujours ce qu'il pense véritablement. Il sait cacher sa véritable pensée quand cela est nécessaire. Il sait vous la révéler quand cela est nécessaire. Au fait, Toussaint Louverture n'est jamais pris de court. Il est toujours 2 coups d'avance par rapport à ses adversaires. Et pour ceux qui pensent que c'est un échec, le fait par lui d'avoir été capturé traîtreusement par les autorités françaises, eh bien on comprendra qu'il y a une autre façon de lire l'emprisonnement de Toussaint Louverture. Le génie multidimensionnel de Toussaint Louverture se révèle aussi dans ses grandes capacités militaires. Quand la France envoyait ses troupes à Saint-Domingue, que ce soit lors de l'expédition Leclerc ou même avant, lors des 3 commissions civiles, la France s'assurait d'envoyer les meilleurs soldats, les meilleurs militaires, des gens qui ont étudié dans des académies, des gens qui ont suivi une formation. Imaginez un Toussaint Louverture qui a appris l'art de la guerre sur le tas et sur le tard, comme on l'a vu. Mais il a profité de chaque circonstance, de chaque moment, de chaque bataille pour apprendre quelque chose de nouveau. Auprès des Espagnols, il a appris l'art de la guerre à l'européenne, mais il demeure, n'est-ce pas, un descendant africain, très brillant dans des tactiques de guérilla qu'il a dû avoir apprises, n'est-ce pas, ces tactiques-là, des bossals qui sont arrivés adultes dans la colonie. Ce Toussaint Louverture, c'est l'homme qui va justement apprendre à Jean-Jacques Dessalines et à Christophe, par exemple, ceux-là qui vont poursuivre l'œuvre de la Révolution, l'art de la guerre contre les Européens. Et notez ceci, Toussaint Louverture, c'est le premier noir des temps modernes à avoir battu en même temps 3 armées européennes. Cela ne s'était jamais fait dans l'histoire, les amis. Une armée européenne va battre une autre armée européenne, mais une armée européenne n'a jamais perdu une bataille aux mains d'une armée non européenne. Imaginez qu'à Saint-Domingue, Toussaint Louverture devait faire face à 3 armées européennes. Aux armées françaises, lorsqu'il était dans l'armée espagnole, il les battait, les troupes françaises, au point que les villes tombaient entre ses mains les unes après les autres. Quand il changeait de camp, qu'il a décidé de se battre pour la France contre l'Espagne, eh bien, les Français ont dit, les Espagnols ont dit, nous sommes perdus. Et effectivement, toutes les villes que les Espagnols avaient conquises grâce à Toussaint Louverture, en quelque temps, eh bien, l'Espagne perdait ces villes-là. Et même les Anglais qui se trouvaient sur l'île à la demande des grands planteurs, on les retrouvait, les Anglais, à Jérémie, on les retrouvait dans la Grand'Anse, on les retrouvait au Mall Saint-Nicolas, on les retrouvait dans l'Ouest aussi. Eh bien, dès que Toussaint Louverture a commencé à se battre pour la France, eh bien, il chassait les Anglais, il chassait les Espagnols. Ça, c'est un génie militaire, les amis. C'est pas pour rien que j'ai pris le temps au début de l'émission de camper la situation terrible dans laquelle Toussaint Louverture est né. Si l'on compare, par exemple, à Napoléon Bonaparte, on a déjà dit qu'entre Napoléon Bonaparte et Toussaint Louverture, il y a des points communs. Effectivement, il y a des points communs. Les deux ont vécu en marge de leur société jusqu'à ce que, par leur génie militaire, le monde les découvre. C'est le cas de Napoléon Bonaparte et c'est le cas de Toussaint Louverture. Mais les deux sont devenus des hommes politiques aussi grâce à leur génie militaire. Mais Napoléon Bonaparte, lui, il a grandi dans des meilleures situations. Bourgeois, fils de bourgeois. Il est né et a grandi dans une société dite avancée. Entre-temps, Toussaint Louverture est né sur une plantation d'esclaves, privé du pain de l'instruction jusqu'à l'âge de 40 ans. Imaginez un esclave qui apprend à lire et à écrire, qui va développer le goût pour la lecture, le goût pour l'écriture. Je vous ai dit qu'on en est encore à déchiffrer toute la correspondance de Toussaint Louverture. Le véritable génie entre les deux, c'est Toussaint Louverture. Pourquoi je prends le temps de vous dire ça? C'est que contrairement à ce que les Blancs se sont racontés à eux-mêmes, contrairement à ce que les Blancs veulent nous faire croire,
la couleur de notre peau n'indique aucune infériorité. Voilà un Toussaint Louverture qui naît dans l'esclavage, qui apprend à lire et à écrire à l'âge de 40 ans, mais qui est le premier noir à battre 3 armées européennes parmi les plus prestigieuses. L'Angleterre, c'était la reine des mers. La France, c'était, n'est-ce pas, l'armée de terre la plus prestigieuse, et l'Espagne comptait parmi les armées les plus importantes. Un seul homme les battait à partir de son génie militaire, Toussaint Louverture. Parti de rien et défiant le monde. Toussaint Louverture confondit sa vie avec sa conquête de liberté. Comme Bonaparte, pourtant son geôlier, Toussaint Louverture incarne le triomphe de la volonté sur la fatalité. Né dans l'esclavage, mais ayant reçu la nature d'un homme libre, selon ses propres mots. Né vers 1743 sur une plantation de Saint-Domingue où la captivité, le labeur et les maladies faisaient succomber les esclaves avant leurs 40 ans, il savait la griffe du fouet sur la chair et la douleur des entailles sur la peau. Il découvrit aussi que ses parents, venus de l'actuel Bénin, avaient été séparés au moment de leur asservissement. Il éprouvait comme orphelin de mère la violence de l'esclavage qui détruit toute dignité et remplace par la chaîne des maîtres les liens de la famille. Toussaint Louverture transforma cette condition en ambition, car rien ne l'effraya jamais. « Frappez, si vous osez », lança-t-il un jour au gérant de la plantation. Toussaint Louverture avait montré sa trempe. Il se révéla dans toute sa force de caractère et l'acuité de son intelligence. Le gérant en fit son cocher, bientôt son second, et le mena vers l'affranchissement. Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime. La toute dernière biographie de Toussaint Louverture, l'homme, le stratège, le politique, le gestionnaire et le visionnaire. Un livre à lire et à relire en vente sur mon site www.jeanfils-aimé.com ou sur amazon.ca. Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime. Procurez-vous votre exemplaire maintenant. Le génie multidimensionnel de Toussaint Louverture, c'est aussi le révolutionnaire. Comparé aux autres esclaves, Toussaint Louverture était un privilégié. Je vous ai dit, il a été affranchi entre 1776 et 1779. En sa qualité d'affranchi, il était même devenu propriétaire de plantation. Puisque c'était un esclave à talent, qui est devenu un cocher, il avait des privilèges. Mais pourquoi a-t-il choisi d'abandonner tout cela pour changer la situation à Saint-Domingue? Parce que c'était un révolutionnaire, un homme qui a dit « Les privilèges que j'ai ne sont rien si la majorité de mes frères en sont privés. Les privilèges que j'ai ne sont rien si, n'est-ce pas, la plupart de ceux qui vivent à Saint-Domingue, ils sont au nombre de 500 000 esclaves, n'ont rien. Je vais renoncer à mes petits avantages, à mes quelques privilèges pour prendre fait et cause pour mes frères et mes sœurs. » Toussaint Louverture savait que, en proclamant sa constitution de 1801, cela ne ferait pas plaisir à Napoléon Bonaparte. Il savait, il était informé. Toussaint Louverture, c'était un génie militaire qui avait ses espions partout en Europe. Il savait que Napoléon Bonaparte, n'est-ce pas, préparait une expédition de plus de 20 000 hommes contre lui. Mais il était résolu à se battre pour ses convictions. Il voulait changer la société domingoise. Il voulait en faire une société égalitaire, où noirs, blancs et mulâtres, n'est-ce pas, sont égaux, mais une société au sein de laquelle on n'est pas évalué sur la base de la couleur de sa peau. Autour de lui, rien de cela ne se faisait. Aux États-Unis, c'était l'esclavage. Autour de Saint-Domingue, toutes les colonies étaient soit des colonies, n'est-ce pas, anglaises, des colonies françaises ou des colonies, n'est-ce pas, espagnoles. Donc, on y pratiquait l'esclavage. Toussaint Louverture voulait marquer un exemple historique. Je veux créer une société dans laquelle les Noirs ne sont pas considérés comme inférieurs à cause de la couleur de leur peau. Le génie
de Toussaint Louverture a une autre dimension, c'est celle de l'administrateur public. Les amis, lorsque la Révolution française a éclaté et qu'à Saint-Domingue, on a vécu les conséquences de cette révolution, on l'a vu, n'est-ce pas, lorsqu'en 1791, dans la nuit du 21 au 22 août 1791, les Noirs se sont révoltés, à partir de là, plus rien ne fonctionnait à Saint-Domingue. Les esclaves ne voulaient plus retourner, n'est-ce pas, sur les plantations. Or, je vous ai dit que la richesse de la France reposait sur ce qui se faisait à Saint-Domingue. Saint-Domingue était devenu la perle des Antilles, non pas en tout cas pour les Noirs, mais pour les Blancs, à cause de sa production et de sa prospérité. Ce que les Blancs, par leur armée, n'arrivaient pas à faire, Toussaint Louverture va le réussir. Dès que Toussaint Louverture était devenu, n'est-ce pas, à toute fin pratique, l'autorité de Saint-Domingue, Saint-Domingue est redevenu prospère. Donc c'est un génie en administration publique. J'en sais quelque chose puisque j'ai étudié en administration publique. Lorsqu'on prend le temps d'étudier la correspondance de Toussaint Louverture, mais vaste correspondance, lorsqu'on prend le temps d'étudier la constitution de Toussaint Louverture et de la replacer dans son contexte, n'est-ce pas, de la fin du 18e et du début du 19e siècle, on dit que cet homme est un génie de l'administration publique. Il a essayé de faire comprendre à ses frères noirs, pas toujours avec succès, que la liberté ne s'oppose pas au devoir de travailler. Être libre ne signifie point ne pas travailler. La liberté ne signifie point, n'est-ce pas, qu'on ne doive pas œuvrer à la prospérité économique. Toussaint Louverture comprenait une chose, un État est fort à sa prospérité économique. Si Saint-Domingue devait rester fort pour tout le monde, eh bien, Saint-Domingue devait être forte, n'est-ce pas, économiquement. Et quand on prend le temps d'étudier ces politiques publiques telles qu'elles se reflètent dans la Constitution de 1801, on se dit, oh là là, quel homme en avance de son temps. Il a réussi à ramener, n'est-ce pas, les masses au travail, tout en étant libre. Il a réussi à rappeler les Blancs qui s'étaient enfuis dans le confluent de la révolution de 1789. Il leur écrivait en leur disant, nous avons besoin de vos compétences techniques, venez contribuer à la prospérité de Saint-Domingue. Et même Napoléon Bonaparte le confessera quelque temps avant sa mort à Sainte-Hélène. J'aurais dû, dit-il, me contenter de gouverner Saint-Domingue par Toussaint Louverture, car ainsi je garderai la prospérité de Saint-Domingue pour la France. Le génie de Toussaint, avons-nous vu, se manifeste dans ses grandes capacités d'analyse politique. Son génie se manifeste dans la dimension du diplomate et du négociateur. Son génie se manifeste dans son art de la guerre, l'art militaire. Son génie se manifeste dans le révolutionnaire qu'il est devenu. Mais son génie se manifeste aussi en tant que visionnaire. Vous savez, l'art de gouverner, c'est prendre des politiques publiques qui anticipent ce qui va arriver. Vous savez qu'aujourd'hui encore, on étudie la constitution de l'ouverture dans des départements de sciences politiques. On étudie la vaste correspondance de Toussaint Louverture. Et quand on lit ces lettres, quand on lit ces textes, on est tout simplement admiratif de ses grandes visions. Comme Louis-Joseph Janvier a dit de Jean-Jacques Dessalines, eh bien, il ne manquait que du temps à Toussaint Louverture pour faire de Saint-Domingue un modèle, écoutez-moi bien, de la capacité des Noirs de gérer un État et de le rendre prospère. Vous savez, toute la notion du racisme, toute la notion de l'esclavage repose sur le postulat occidental que seuls les Blancs peuvent gérer et que les Noirs sont incapables de self-government. Vous savez, on a surpris le président américain Nixon en train de dire des Noirs américains et des chefs d'État africains que ces derniers sont incapables de gouverner, ils sont comme des enfants. On dirait que leur intelligence, disait Nixon, n'excède pas celle d'un enfant de 6 ans.
lorsqu'Anténor Firmin devait faire la démonstration, comme si c'était nécessaire de le faire à Gobineau, qu'il n'y a pas de race supérieure à une autre et que les Noirs n'ont rien à envier à l'intelligence des Blancs, il leur donnait en exemple nul autre que Toussaint Louverture. Voilà un homme qui, par ses grandes visions, voilà un homme qui, par ses prévisions, était justement en avance sur son temps. C'était un visionnaire. Vous savez, au moment où a vécu Toussaint Louverture, c'est-à-dire jusqu'en 1803, eh bien, on ne connaissait pas en Occident, en tout cas, de société multiraciale égalitaire. On ne connaissait pas, en tout cas en Occident, de société multiethnique où chacun était apprécié à sa juste valeur et à ses justes mérites. Eh bien, lorsque vous lisez la Constitution de 1801, Toussaint Louverture était précisément en avance sur son temps en ce que sa Constitution a jeté les bases d'une société multiraciale, d'une société multiethnique, mais d'une société égalitariste et méritocratique. Je vous lirai tout à l'heure 2 ou 3 articles extraits de cette belle Constitution de 1801. Et enfin, le génie de Toussaint Louverture se manifeste en ce qu'il est un semeur. Lorsque on a tendu un guet-apens à Toussaint Louverture, qu'on l'a arrêté traîtreusement et qu'on l'a déporté en France, lorsqu'on a arrêté Toussaint Louverture en 1802 et qu'on l'a déporté et qu'on allait le déporter en France, écoutez bien, Toussaint Louverture a lancé ses paroles prophétiques. Vous savez, un visionnaire voit ce qui va se passer par son intelligence parce que il a une vue d'aigle. Il a une vue panoramique de ce qui s'en vient. Il a dit ceci, et c'est l'une des phrases célèbres de Toussaint Louverture. En me renversant à Saint-Domingue, on n'a fait qu'abattre le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. Mais cet arbre repoussera par ses racines. Pour quelle raison? Car ses racines sont profondes et nombreuses. Toussaint Louverture avait déjà semé dans l'esprit des Noirs une société égalitariste, une société dans laquelle les Noirs n'auraient aucun complexe par rapport aux Blancs. On l'a déporté en 1802. Il est mort quelques mois plus tard, en avril 1803. Mais quelques mois après sa mort, il est mort en avril. En novembre 1803, les troupes indigènes, à la tête desquelles on retrouvait justement les anciens soldats de Toussaint Louverture, les Jean-Jacques Dessalines, les Henri Christophe, pour ne citer que ceux-là, vont, qu'après la mort, vont botter le cul, n'est-ce pas, aux troupes françaises, qui vont céder l'île aux esclaves, d'autrefois aux Haïtiens, et le 1er janvier 1804, Haïti va devenir la première république indépendante. Avant de mourir, d'ailleurs, vous n'avez qu'à lire les mémoires de Toussaint Louverture. C'est tellement extraordinaire. On l'a arrêté traîtreusement. On l'a placé au fort de Joux, n'est-ce pas? Un endroit très froid, où les prisons, n'est-ce pas, accusent un froid polaire. Et l'hiver 1803 fut un hiver particulièrement terrible. On va priver Toussaint Louverture de soins médicaux, on va le priver de nourriture. Il est mort donc de pneumonie ce 7 avril 1803. Mais avant de mourir, on n'a qu'à lire ses mémoires. L'homme est en prison, il est humilié. Et précisément parce qu'il veut investir dans le temps, il écrit ses mémoires. Vous savez qu'il aurait pu s'évader. D'autres prisonniers qui se trouvaient au fort de Joux se sont évadés. Pensez à un Rigaud. Il s'est évadé. Mais Toussaint Louverture a dit non, moi je suis un officier de l'armée. J'ai droit à un procès. Je suis un gouverneur de l'île. J'ai le droit de rencontrer Napoléon pour qu'on discute d'homme à homme. Cet homme fut trop petit pour s'exposer à la grandeur de Toussaint Louverture. Lorsqu'il a compris qu'il allait mourir en prison, il a consigné ses mémoires politiques. Je vous le dis, lisez ses mémoires. C'est une perle de science politique. C'est une perle d'administration publique. Et dans ses mémoires, il dit substantiellement que tout est en place. La révolution poursuivra son œuvre. Je voudrais terminer en vous lisant quelques articles de la Constitution de 1801 de Toussaint Louverture.
Article 1. Saint-Domingue, dans toute son étendue, et Samana, la Tortue, la Gonave, les Cahumites, l'île à Vache, la Saône et autres îles adjacentes forment le territoire d'une seule colonie qui fait partie de l'Empire français, mais qui est soumis à des lois particulières. Vous entendez ça? Toussaint est en train de dire, si Napoléon est en mesure de prendre des lois pour la France, lui, il est en mesure de prendre des lois particulières pour Saint-Domingue. Mais vous notez déjà que c'est toute l'île qui est considérée comme faisant partie d'un seul et même territoire. C'est qu'entre-temps, Toussaint est rentré dans la partie est de l'île, il a chassé, n'est-ce pas, les Espagnols, et il a unifié l'île. Article 3, très important. Il ne peut exister d'esclaves sur ce territoire. La servitude y est à jamais abolie. Tous les hommes y naissent, vivent et demeurent libres et français. Ça, c'est important. Entre-temps, je vous l'ai dit, Napoléon Bonaparte a rétabli l'esclavage dans les colonies françaises, en particulier à Guadeloupe, qui est à côté d'Haïti. Toussaint a dit, l'esclavage ne sera jamais rétabli ici parce que c'est une terre libre. Article 5. Oh là là, celui-là, je l'aime. Il n'existe d'autre distinction que celle des vertus et des talents, et d'autres supériorités que celles que la loi donne dans l'exercice d'une fonction publique. Il n'existe donc d'autre distinction que celle des vertus et des talents. En réalité, Toussaint Louverture est en train de dire que la société domingoise va être une société méritocratique. Vous notez que nous sommes au 21e siècle. Les sociétés occidentales sont encore aux prises avec des problèmes de racisme. Toute la saga du Black Lives Matter, c'est précisément parce que l'Occident n'arrive pas à se dégager de ses réflexes racistes. Toute la notion du racisme systémique, toute la question des privilèges blancs repose sur le principe qu'il y aurait d'autres degrés de supériorité en fonction de la couleur de la peau. Toussaint Louverture invitait les Blancs dans son gouvernement, il invitait les Noirs dans son gouvernement. Eh bien, pour quelle raison? Parce que il dit, il ne peut y avoir aucune supériorité basée sur la couleur de la peau. Voilà un homme qui était en avance de son temps. Lorsque on voudra nous faire croire que nous sommes inférieurs en fonction de la couleur de notre peau, lorsque on regarde, n'est-ce pas, la manière dont nos États africains ou nos pays d'afro-descendants sont mal gérés à cause de l'influence délétère des pays tuteurs de l'Occident et qu'ils nous disent nous sommes incapables de self-government, rappelons-leur l'exemple inégalé de Toussaint Louverture. Rappelons-leur le génie multidimensionnel inégalé de Toussaint Louverture et disons-leur que nous avons le sang de Toussaint Louverture dans nos veines. Ce que Toussaint a fait, nous en sommes nous aussi capables. J'espère vous avoir été utile. Eh bien, je vous invite à vous inspirer de la vie de cet homme. Je vous invite à vous abreuver de sa vie. Je vous invite à vous réconcilier surtout avec cet homme. Partageons, si nous avons aimé cette émission, likons surtout et abonnons-nous si ce n'est déjà fait. Bonne semaine, gardons le moral, offrons une libation à cet illustre ancêtre, versons quelques gouttes d'eau, de café ou de rhum en son honneur. On est ensemble et rappelons-nous ce que Toussaint a fait. Nous en sommes nous aussi capables si nous le voulons. Bonne semaine, gardons le moral car tant que va le moral, tout va.